Alors, c'est parti de mon côté aussi. Allez, pour commencer, je te laisse te présenter rapidement, comme ça on a un petit peu de contexte, et puis après on attaque avec ton bilan. Alors, salut à toi, Sean. Donc, je m'appelle Ali, j'ai 31 ans. Je suis triathlète amateur avec un niveau confirmé, on va dire. Et je prépare les championnats du monde de triathlon Alpha Ironman fin octobre 2022. C'est la raison pour laquelle j'ai contacté Sean pour voir un peu où j'en suis niveau physiologique. Je suis aussi coach en triathlon et en prépa physique. Voilà, globalement, pour pas Super. faire long. Ouais, nickel. Donc, je suis venu chez toi il y a quelques temps de ça et on a fait donc le test, on a fait ton profilage sur vélo. Donc, on l'a fait sur ton vélo à toi, home trainer. Donc, c'est toujours mieux de le faire dans le contexte plutôt que sur un vélo tierce. Donc, là, on était bien. On a eu un petit souci. J'ai eu un petit souci avec le masque. Le capteur d'oxygène ne fonctionnait pas. Donc, on a tes données ventilatoires, mais pas de consommation d'oxygène. Donc, on verra ça lors de notre prochain test quand on fera un retest sur le même format. On aura toutes les données qu'on a déjà prises cette fois-ci qu'on pourra comparer et on pourra comparer également, on voit en tout cas ce qui se passe au niveau de l'oxymétrie, pardon, au niveau de la consommation de l'oxygène. Mais quoi qu'il arrive sur ce test-là, donc protocole classique pour moi ici, protocole 4.1. Donc, on est parti sur 100 watts, 4 minutes de travail, 1 minute de repos passif intercalé à chaque fois. Et on est monté de 25 watts en 25 watts. Fréquence max atteinte 182. On est monté, tu as fini le palier à 300 watts. Et donc, ça nous fait un joli test ici avec une belle distribution d'intensité. Les choses qui sont ressorties au niveau des seuils, donc on a un premier seuil aux alentours des 160 watts sur ce test, un deuxième seuil aux alentours des 240 watts. Et de par ce profil général, une priorité à mon sens sur le premier seuil, étant donné ta discipline sportive, et un deuxième seuil à attaquer en deuxième priorité, une VO2 max qui, alors déjà, est pas nécessairement ton gagne-pain avec tes 70,3. Et alors, malgré qu'on n'ait pas ta valeur de VO2 max à proprement parler, je pense que tu as tout intérêt à bosser sur le bas du tableau, en tout cas pour les mois qui viennent, à discuter après, bien sûr, dans le contexte où tu te trouves dans ta saison. Au niveau des différents systèmes physiologiques, capacité respiratoire et fonction respiratoire qui ressortent comme étant celles qui peuvent être travaillées, à mon avis, le plus en tout cas. Donc, on va voir ça en détail maintenant. Tu as des questions jusque-là ou c'est bon? Non, non. Ok, donc là, on a au niveau de ta spirométrie qu'on a effectuée, donc le volume pulmonaire, c'est le CVF, capacité vitale forcée sur le PDF que je t'ai envoyé. Puissance expiratoire, c'est le VEMS 1, donc volume expiratoire maximal en 1 seconde. Et la raison pour les scores ici, pour moi, pour les athlètes, je cherche un 110% par rapport à la norme. Donc, je ne te veux pas juste à la norme par rapport à ta taille et ta corpulence, je te veux un petit peu en dessus étant donné que tu vas avoir des demandes au niveau respiratoire qui sont plus hautes que monsieur et madame tout le monde. Donc là, B parce qu'on est en dessous de 110 et un C parce qu'on est juste autour des 100. Et donc, à mon avis, c'est quelque chose qui peut être travaillé, cette capacité respiratoire et qui peut peut-être te donner un petit peu plus de place pour travailler. Et on le voit également au niveau de la fonction respiratoire. Donc, les fréquences que moi j'aime voir, c'est des fréquences qui sont beaucoup plus basses à basse intensité. Donc à 100 watts, j'aimerais bien devoir tourner au maximum à la moitié de 28 ou de 29 qu'on voit ici. Donc là, tu es à presque 30 respirations minutes malgré le fait que tu sois facilement en zone 1. Donc ce que j'aime voir là, c'est des respirations minutes en dessous de 15. C'est vraiment facile. Tu peux prendre des grandes respirations. En plus de ça, tu vois que malgré le fait que tu n'aies pas une monstre capacité respiratoire, tu as quand même théoriquement 3 litres 6 que tu peux utiliser par respiration. Et ce qu'on voit ici, c'est que le maximum que tu exploites, c'est en fin de test 2,6. Tu le vois sur le jaune ici, le volume courant moyen sur la dernière minute d'effort. Et donc, ce que j'aime voir, c'est voilà, juste mettre à profit ce volume, étant donné qu'on sait que si tu respires plus profondément, de 1, on va réduire l'espace mort, qui est le volume d'air qui ne touche jamais en fait les alvéoles. Il y a 150 millilitres à 200 millilitres qui sont en gros dans les conduites et qui vont jamais toucher tes poumons. Et ben, tu multiplies ce volume-là par le nombre de respirations que tu prends. Donc, si tu en prends 15 ou si tu en prends 30, eh ben, tu vas doubler ce volume d'air qui, entre guillemets, ne sert à rien. Donc, déjà, on veut minimiser ce volume d'air-là. Ensuite, tu vas vouloir remplir tes poumons complètement parce qu'on veut maximiser la surface d'échange.
pour tout ce qui est des échanges gazeux. Et donc, si tu respires que en haut ici, tu ne vas pas nécessairement aller remplir tes poumons vers le bas. Si on pense en plus à l'anatomie du poumon, les capillaires et les alvéoles qui sont à la base, tout en bas des poumons, en général, ont une meilleure opportunité d'échange simplement du fait de la gravité. Tu as le sang qui va descendre en bas dans le bas des poumons et dans les capillaires, et donc un meilleur échange qui peut se faire là-bas. Donc, on a tout intérêt à remplir ses poumons. En plus de ça, si tu as une rétention de CO2 un petit peu plus importante du fait que tu respires moins souvent, moins rapidement, on va avoir une meilleure extraction de l'oxygène aussi au niveau des capillaires. Donc, toutes ces raisons font que c'est toujours une bonne idée de respirer un petit peu moins fréquemment et un petit peu plus profondément. Donc ça, ce serait la première chose qui ressort ici au niveau respiratoire. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Oui, juste pour remettre un peu dans le contexte, j'ai un peu, je l'avais dit, hein, j'ai un peu d'asthme asthme allergique, donc je suis déjà assez content d'avoir ces résultats en ayant un peu d'asthme, sachant qu'on avait volontairement pas pris j'avais pas pris mon médicament que je Ouais. prends. C'est un médicament qui se prend sur le long terme, que j'avais volontairement pas pris pour voir ce que ça donne sans traitement. Ouais. Et la deuxième remarque que j'ai, je pense que mon volume courant, qui n'est pas, que tu dis 3,6 et j'utilise que 2,6, je pense que c'est aussi lié à la position sur le vélo, la position aérodynamique. Ça, On est c'est vraiment. certain. Ça, c'est certain. Ouais. Et donc, ça, c'est un truc dont je parle avec Jameson Pius, il a gagné Saint-Georges en U24, là, il y a 3 semaines en arrière. Et le podcast sort ce soir d'ailleurs. Et on parle de ça justement. Et lui, il parle de travailler justement la capacité respiratoire ou le volume respiratoire dans la position aéro. Donc, je pense que autant du travail général peut être intéressant, autant pour toi, en position TT, ça peut être super intéressant de faire ce travail parce que justement, c'est spécifique à ton sport. Tu vas passer beaucoup de temps dans cette position et donc de gagner en capacité en termes de volume et d'amplitude de mouvement, même au niveau de ta respiration, dans cette position qui est restreinte, je pense que ça peut t'amener un avantage intéressant. Ok. Et ça me fait penser aussi à un troisième truc, je n'avais pas du tout prévu d'en parler. J'ai un masque, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, c'est juste les masques qui restreignent le volume d'air. Donc, ce n'est pas de l'hypoxie. Ces masques-là, moi, j'ai mon avis sur le masque, je peux le partager. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ton avis. Pour moi, ce n'est pas de l'hypoxie, donc ça n'améliore pas l'efficacité à traiter l'oxygène. C'est juste, pour moi, c'est juste que ça crée une résistance au niveau du flux d'air et donc les muscles inspirateurs et expirateurs doivent travailler plus fort. Et donc pour moi, ça aide plus à muscler les muscles inspirateurs et expirateurs pour du coup une meilleure efficacité de respiration, mais pas une meilleure efficacité d'utilisation de l'oxygène. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu te fais très bien comprendre. Alors, je suis d'accord avec toi. Si tu as une résistance, il va y avoir un travail de renforcement, autant au niveau inspiratoire que expiratoire. Après, la particularité avec la respiration qu'il faut considérer, à mon avis, c'est l'importance de l'amplitude de chaque cycle respiratoire. Et pense au fait que quand tes poumons sont vides et quand tu essayes de prendre, disons, un demi-litre d'air, c'est vachement facile parce que, en gros, tu as une pression qui est négative à l'intérieur de la cage thoracique. Donc, même si tu fais rien, involontairement, tu vas prendre un demi-litre d'air sans aucun effort. Alors que si pour toi, tu as déjà 3 litres, par exemple, et que tu essaies de rajouter un demi-litre en fin d'inspiration, tu vois que la résistance va être beaucoup plus importante. Donc, un souci que j'ai si on parle d'utiliser uniquement des appareils qui nous permettent d'appliquer une résistance au niveau de la respiration, c'est que potentiellement, tu vas restreindre ton amplitude de mouvement du fait que déjà, tu travailles, déjà en fin d'inspiration, c'est dur d'inspirer complètement, même sans résistance. Et si tu appliques une résistance, c'est possible que ça, en gros, restreigne ton amplitude respiratoire en fin d'inspiration qui est, si on veut bien, là où la magie se passe en termes de gagner en volume et gagner en capacité. Donc, à mon avis, c'est un outil qui peut être utilisé, mais ça ne devrait pas être le seul outil parce que si on ne se focalise pas à un moment donné sur la composante volume, on va potentiellement perdre ces petits pourcentages en fin d'inspiration qui peuvent être
pour certains qui peut-être ont un petit peu moins de place que les autres, comme c'est le cas pour toi au niveau de la capacité, eh ben ces pourcentages en fin d'inspiration, c'est à mon avis les plus importants pour toi. Et tu peux avoir c'est un peu comme l'analogie de se dire, eh ben, tu peux avoir un quart de squat qui est super fort, mais si tu ne peux pas faire un squat complet, eh ben, voilà, dans une compétition d'haltérophilie, tu vas devoir faire un squat complet pour aller chercher ton clean. Et donc, il faut un squat complet. Tu vois un petit peu l'analogie. Donc, autant tu peux, c'est pas mauvais de faire des quarts de squat et renforcer vraiment sa puissance et sa force de jambe, même dans une amplitude restreinte, autant tu veux quand même faire aussi des squats complets pour aller toucher cette amplitude totale. Ok. Donc là-dessus, on est bon. Respiratoire, cardiovasculaire, on est très bien. 40 de battements de cœur au repos, une très très belle amplitude cardiaque aussi, une très très bonne récup, entre 30 et 40 battements sur toute la durée du test. Donc ça, c'était très très bien. Une tendance cardiaque montante, rien n'a été déclaré de ce côté-là. On passe au niveau oxymétrie et lactatémie. Donc là, on a ta courbe de lactatémie qu'on a pris à la fin de chaque intervalle de travail et on voit la courbe ici. Donc, ce qu'on a déterminé ensemble, c'était que, en tout cas, ce que j'ai déterminé, c'est que ton premier seuil, eh ben, comme tu le sais, hein, il y a plein de méthodes de calcul pour déterminer le premier seuil. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde 2-3 méthodes de calcul qui sont, on va dire, validées ou sur lesquelles pas mal de gens s'accordent. Donc, en général, je regarde le log-log et le baseline plus 0,5. Et après, dans cet intervalle, je me fie à ce qui se passe au niveau de l'oxymétrie musculaire. Donc là, on voit clairement un changement de tendance entre 150 et 175 watts, dans le sens où à 125 watts, tu as une tendance qui est légèrement montante, 150 watts, tu as une tendance qui est clairement montante, 175 watts, tu as une tendance qui est descendante. Et ensuite, ça continue 200, 225. Et ensuite, on a un plateau à 250, 75 et 300. Et donc, pour moi, le point d'inflexion important au niveau périphérique, au niveau local, il se fait entre 150 et 175. Donc, plutôt que de, on va dire, parier sur une méthode de calcul au niveau de la courbe de lactatémie, eh ben, je regarde les valeurs de lactatémie, mais après, je valide, si tu veux, avec des mesures locales, parce qu'au final, les adaptations qu'on recherche, ça va être dans les jambes et enfin, principalement ici pour du local, si on parle au niveau capillaire, mitochondrial, développement métabolique. Donc, on veut un environnement interne qui soit propice à ce développement. Et pour toi, ça va se faire en dessous de 160 watts. Okay, d'où le 160 que je t'ai donné comme valeur de référence. Et le 240 watts qui, en général, représente le… Je prends en général les quatre valeurs de calcul qui sont du Dmax. Donc, tu as le Dmax modifié, tu as le poly-Dmax modifié, tu as plusieurs méthodes de calcul. Et si tu veux, je regarde ces trois-là et je fais une référence croisée avec l'oxymétrie encore une fois. Et là, comme indiqué avant, le changement de tendance, il se fait entre 225 et 250, où on a une tendance qui est descendante entre 175 et 225. Et ensuite, on atteint ce plateau plus ou moins sur les trois derniers intervalles qui dénote encore une fois un changement au niveau de la cinétique interne. Et donc, deuxième seuil placé pour toi à 240 watts. Donc, ça, c'est nos seuils au niveau lactatémie et qui correspondent au niveau oxymétrie musculaire au niveau local également. Ça joue pour toi? Ouais. J'ai une question. Est-ce que tu arrives à savoir avec le MOXIE si mon facteur limitant, c'est plus la respiration interne ou externe? Pour ça, il faudrait pouvoir développer des échelles pour l'un et pour l'autre et ensuite pouvoir les comparer dans le sens où pouvoir dire quelles sont des bonnes valeurs pour l'un et quelles sont des bonnes valeurs pour l'autre. Donc là, comme je t'ai dit au début, à mon sens, tu as de la marge de progression avec ton premier seuil à 160 watts. Okay. Donc, ce que je fais, étant donné qu'on n'a pas les valeurs de VO2 ici, ce que je fais aussi, c'est que je regarde le pourcentage de watts au premier seuil par rapport à la valeur de fin. Donc là, on est aux alentours de 53%. Okay. Et ton deuxième seuil, je n'aurais pas dû le fermer, ton deuxième seuil qui va être, si je ne me trompe pas, à 80%, ouais, 8, donc 80%. Donc, on a 53% et 80%. Et ce que je fais, c'est qu'on peut regarder ici les valeurs des autres tests que j'ai effectués et on peut voir ces différents pourcentages. Donc, sur le haut du tableau, par exemple, Thibaut, qui est un cycliste ultra, eh ben, on voit un premier seuil qui est à 70% au niveau des watts par rapport à la valeur de fin et un deuxième seuil qui est autour des 88%. Donc, pour un profil comme le tien,
Ironman plutôt longue distance, pardon, triathlon plutôt longue distance. C'est plutôt ce profil-là vers lequel que je voudrais voir. Okay, donc, ça voudrait dire, si on prend 0,7 sur 300, donc j'aimerais bien voir ton premier seuil aux alentours des 200-210 watts. Okay, donc, pour ça, on a 50 watts de marge de progression. Donc, pour moi, c'est autant ta respiration au niveau de ce qu'on a vu, ta coordination respiratoire et ta capacité respiratoire, elles peuvent être améliorées. Autant ton développement métabolique interne au niveau respiration cellulaire peut être amélioré également avec un bon calibrage de ta zone 2 notamment. Ça, c'est à mon avis le plus important pour un sport comme le tien, c'est de s'assurer qu'on soit très conservateur avec les watts sur sa zone 2, simplement pour s'assurer que les adaptations se passent bien comme on le souhaite, plutôt que, et j'étais le premier à le faire aussi, de bosser juste un petit peu trop fort parce qu'on sent que sinon on ne travaille pas assez. Mais au final, les adaptations ne sont pas les mêmes. Comme tu peux le voir ici, si on bosse à 150 watts, on est en dessous de 1 millimole. Et si on bosse en dessus de 175, on est déjà à passer 1,3, 1,5. Donc, ça monte assez vite, en gros, après 150. Donc, autant je t'ai mis le premier seuil à 160, autant si moi, je devais te dire à quelle intensité travailler, je te mettrais autour des 130, 140 watts pour être très conservateur. Et parce qu'au final, tu as meilleur temps d'être 30 watts en dessous plutôt que 10 watts en dessus. Parce que 30 watts en dessous, tu vas avoir les mêmes adaptations et le boulot va être bon, va être positif. Alors que si on est un tout petit peu en dessus, les adaptations ne vont pas se faire. Donc, pour revenir à ta question originale, respiration interne, respiration cellulaire ou ventilation, si on veut utiliser les termes techniques, à mon avis, les deux peuvent être travaillés dans ce cas-là. Après, lequel prioriser, je ne pense pas que tu doives choisir parce que les deux peuvent être travaillés en même temps, si tu veux bien. Ok. Ça joue pour toi? Ouais, ça marche. Super. Donc, au niveau des intensités d'entraînement, par rapport au test du jour, en tout cas, on a les valeurs de watts qu'on a déjà mentionnées, 160, 240 watts, avec des fréquences cardiaques à 122 et 155 BPM respectivement, et des zones donc, qui s'échelonnent de cette manière-là, si on travaille avec ce genre de modèle, ce genre de zone. Après, en termes de recommandations, donc, comme ça, c'est une recommandation générale que je fais à tout le monde. Endurance fondamentale, c'est le nerf de la guerre pour ton sport, quoi qu'il arrive, donc tu le sais mieux que moi. Et puis là, comme je te l'ai mis ici, 110 à 120 BPM, à mon avis, parce qu'on n'a pas vraiment d'intérêt à aller pousser cette limite vers le haut. Contrairement au seuil 2, où là, si tu veux faire du seuil, tu te mets vraiment proche ou alors même juste dessus. Mais le premier seuil, pour faire le remonter, il faut en rester assez loin. Donc, comme je t'ai dit, à mon avis, 100, 130, 140, 150 watts et puis essayer d'accumuler un maximum de temps. Et surtout pour toi, d'essayer d'avoir des longues sorties au moins une fois par semaine, comme tu le sais, à ces intensités-là pour avoir un maximum de travail. J'ai pu bosser avec Jean-Yves Coupu qui fait du vélo en ultra. Il est sur Annecy, si je ne me trompe pas. Là, il est en Corse en train de faire un 1000 kills, si je ne dis pas des bêtises. Et en 2 mois, il a réussi à faire de gros progrès sur sa basse intensité. Je crois qu'il a augmenté de 15 watts son premier seuil. Et ces valeurs de lactatémie sont tombées il me semble, en tout cas un demi-point sur toute la longueur de la courbe, en sachant qu'il a du temps et il a pu faire 2 à 3 longues sorties par semaine. Donc voilà, ça a un gros impact, mais je pense que pour toi, c'est le genre de choses qu'il faudrait viser idéalement comme priorité, en tout cas sur le vélo. Capacité respiratoire, travail en volume. Donc ça peut se faire avec un outil comme le Breathe Way Better, celui que je commence à utiliser, mais ça peut se faire avec d'autres outils potentiellement aussi. Et après, je t'ai mis une suggestion ici du travail d'intervalle de sprint. Après, c'est une recommandation qui reste assez générale et je pense que ça, c'est de toute façon du travail que tu devrais faire loin des courses. Donc, si tu es en pleine saison, ce n'est pas nécessairement le moment de faire ce genre de travail, sauf si tu sens que potentiellement tu manques vraiment de relance, de peps sur le vélo, potentiellement de faire quelques entraînements en supramaximal, ça peut être intéressant, mais ça, c'est à discuter. Et ensuite, en termes de progression, donc là, en haute intensité, je t'ai mis ça ici. Encore une fois, si c'est applicable, zone 2 selon ta programmation, parce que chaque personne va avoir un volume différent selon les semaines, etc. Donc, ça, il faut le gérer. Et puis, le travail respiratoire qui peut être fait
encore une fois, de différentes manières selon les qualités qu'on recherche. Ça, on peut en discuter un peu plus si tu veux. Donc, Ok. dis-moi si tu as des questions par Ouais, rapport à c'est tout quoi ça. Breathe Way Better? Ouais, c'est un outil d'entraînement respiratoire qui est assez récent. Je te recommande d'écouter le podcast que j'ai mentionné là, qui sort ce soir, parce que Ok. Jameson l'utilise et en parle. C'est un outil qui a été inventé par un gars qui s'appelle Luke Way, qui bosse notamment avec Jameson, ce jeune qui a gagné à Saint-Georges. Et attends, j'essaie de te trouver une photo. Ouais, ça c'est l'outil. Donc, c'est un sac, si tu veux bien, avec Ok. un petit embout, une petite, c'est même pas une valve, c'est juste un embout à trois Ok. sorties. Et c'est un outil qui te permet de travailler en isocapnie, c'est-à-dire que tu vas maintenir des niveaux de CO2 constants. Donc, tu vas pouvoir respirer pendant des périodes prolongées sans avoir tes niveaux de, même si tu es au repos, sans avoir tes niveaux de CO2 qui tombent du fait que tu hyperventiles au repos. Et D'accord. donc, ça te permet de faire des séances plus prolongées au niveau respiratoire, en sachant que les outils respiratoires résistés en général, eh ben, tu as une limite soit de répétition, soit de temps que tu vas pouvoir faire en continu parce qu'après, ben, tu commences à avoir la tête qui tourne un petit peu simplement parce que tu as les niveaux de CO2 qui tombent trop bas et qui ne te permettent pas voilà, de respirer correctement. Donc, cet outil-là te permet de maintenir ces niveaux et de faire des exercices de plusieurs méthodes. Tu peux faire du travail en volume, tu peux faire du travail en coordination, donc à haute fréquence, par exemple, spécifique à ta course. Tu peux faire du travail de mobilité aussi avec le sac, notamment, je pense, par exemple, tu vois, à la position aéro. Donc, tu pourrais te mettre dans la position et travailler cette amplitude respiratoire maximale dans cette position un petit peu contraignante, du travail de puissance expiratoire. Enfin, tu peux travailler quasiment toutes Ouais. les modalités respiratoires. À mon avis, c'est un outil qui est assez intéressant et qui est assez abordable pour les athlètes. Ouais, la tolérance au CO2 aussi pour la natation, c'est important. Ça, tu vas pouvoir la travailler aussi. Ça je n'ai pas encore exploré. C'est un paramètre que j'ai pas exploré. Je pense que pour ceux qui sont familiers avec un ouvrage comme The Oxygen Advantage, il y a déjà pas mal de pistes et d'exercices qu'on peut faire au repos. Et après, il y a certainement des choses qu'on peut faire à l'entraînement également. Et Jameson en parle dans le podcast. Il parle notamment de 100 mètres répétés dans la piscine. Et en gros, tu sors de l'eau et tu respires directement dans le sac. Ce qui fait qu'en gros, tu vas maintenir les niveaux de CO2 qui sont élevés du fait que tu as fait un gros 100 mètres. Tu vas Ouais. maintenir ces niveaux de CO2 pendant une période de temps, pendant le repos. Donc, voilà, simplement, tu manipules ton environnement interne avec cet outil. Mais à mon avis, ce que je viens de mentionner là, ça reste une pratique qui est assez avancée. Et il y a, je pense, quelques étapes à explorer avant d'aller là-dedans. Mais oui, c'est une des options d'entraînement aussi qui peut être très intéressante à mon avis. Ok. Ok. Dis-moi du coup si tu as des questions sur le rapport de manière générale ou les valeurs qui en sont ressorties ou autres. Ouais, non, non, globalement, moi, enfin, de toute façon, je te l'avais dit, les valeurs correspondent pas vraiment à ce que je suis habitué de voir. J'ai déjà fait des tests avant et les valeurs étaient supérieures, sachant que j'ai progressé depuis. Mhm. Mais je pense que j'étais vraiment sur un mauvais jour et je le vois de toute façon parce que aujourd'hui, si on prend l'exemple de la zone 2, Mhm. à 120 BPM, je suis déjà à 170, 180 watts Mhm. à 120 BPM, alors que là, on voit que j'ai atteint les 122 BPM à 160 watts, Mhm. c'est ça? Ouais, c'est ça. Et de toute façon, enfin, le jour même, je te dis que j'y arrivais pas. Mhm. On a fini sur un palier à 300 watts, sur 4 minutes à 300 watts. J'ai déjà tenu sur des courses 10 minutes à 300 watts. Ouais. Donc, ouais, mes entraînements de PMA, j'arrive à faire des 5 fois 3 minutes à 315, 320 watts. Mhm. Donc, ouais. Donc, je pense que l'image du jour est correcte. J'étais pas du tout en forme. Ouais. Après, justement, je pense qu'il faut garder en tête, et même pour les téléspectateurs, que c'est une image du jour et ça ne représente pas forcément le niveau général, la condition physique générale de la personne qui change tous les jours. Ouais, ça c'est clair. Je le dis toujours, c'est le défaut d'un test à un instant T, c'est que tu t'exposes aux variations journalières voilà, qui sont la réalité du terrain.
et donc qui font que sur un jour, tu peux avoir quelque chose qui est soit sous-estimé, soit surestimé par rapport à la norme pour cette personne. Donc, tu as bien fait de le mentionner, c'est quelque chose à prendre en compte. Ouais. Tu avais Voilà, d'autres voilà. questions sinon? Non, c'est tout bon. Ok. Merci beaucoup. Génial. Écoute, s'il y a autre chose avec lequel je peux t'aider plus tard, n'hésite surtout pas à me solliciter. De toute Ok. façon, comme je te l'avais mentionné déjà, hein, vu que j'ai eu un souci avec mon équipement, le prochain test est pour moi. Donc, quand tu veux faire un retest, donc ce qu'on fera, c'est qu'on prendra exactement le même format. Comme ça, on peut vraiment comparer toutes ces données, autant respiratoires que métaboliques et autres. Donc voilà, quand tu es prêt pour faire un second test comme celui-ci, en général, je recommande en tout cas 2 à 3 mois si tu as le temps de faire pas mal de développement. Sinon, même, ça peut être un 4 mois à 6 mois plus tard. Tu me sollicites et on planifie le test et on le refera. On fera du mieux qu'on peut pour se mettre dans les mêmes conditions et pouvoir répliquer tout ça et pouvoir avoir des données qu'on pourra comparer. J'ai juste une question, j'ai oublié de te la poser. Mhm. Je suppose qu'on ne peut pas calculer le fat max parce qu'on n'a pas les données de CO2. Alors, on ne peut pas calculer le fat max en termes de valeur d'oxydation des substrats, comme tu l'as dit, parce qu'on n'a pas le CO2 avec le VO2 master. Par contre, ce que j'ai vu de manière générale, c'est que la zone de fat max, elle va toujours correspondre en général au lactate min, c'est-à-dire que là où tu as les valeurs de lactate les plus basses, c'est là où tu vas oxyder le plus de graisse. Donc, pour Ok. toi, ça va être clairement en dessous de 150 watts. Là où on va être en dessous de 1 millimole, c'est là où tu vas être le plus à même d'oxyder un maximum de graisse. Mais comme tu l'as dit, on n'a pas de valeur d'oxydation du substrat en lui-même avec cet outil. Et il me semble que ça va venir, ça. Il y a un nouveau VO2 Master qui va sortir. C'est C'est ça? en développement. Peter, le CEO, il était en Sierra Nevada avec Christian pour tester l'outil il y a 2-3 mois en arrière. Donc, ils sont encore en développement, mais c'est la prochaine étape, c'est d'inclure le CO2 dans le VO2 Master. C'est ça. Tu vas en avoir un en tant que partenaire privilégié en avance, je veux dire, par rapport à la sortie. En avance, je ne pense pas, mais oui, je vais absolument en avoir un. Ça, c'est sûr. Dès que ça devient Et, dispo. et, et aussi, je suis désolé, je reviens sur un truc que tu as dit au tout début, Oui. la fréquence respiratoire. Ouais, Tu voudrais aller à 30, je crois, au tout début, si tu c'est peux ça. monter un petit peu. C'est ça. Et tu recommandes 15. Moi, mais comment dire, les outils que j'ai, ma montre ou la Oura Ring que j'ai, Mhm. elle me dit déjà que je suis à 15-16 au sommeil. Donc, OK. comment veux-tu qu'en zone 2, je sois à 15-16? C'est impossible. Si tu regardes les valeurs de volume que tu bouges ici, 1,8 à 125 watts, si tu doublais ce volume-là, donc si tu arrivais à bouger 3,6, alors là, on parle de valeur théorique parce que tu n'es Ouais, pas arrivé même à 3,6 sur le test, même si peut-être en y pensant, peut-être que tu aurais pu monter à 3. Prenons le 100 watts pour faire simple et disons que tu arrives à monter à 3 litres par respiration. Si tu doubles ton volume ici, tu peux réduire de moitié ta fréquence et bouger la même quantité d'air. Et ok. donc, tu pourrais réduire, alors peut-être pas de moitié, mais en tout cas, dans une certaine proportion, ta fréquence Ouais. respiratoire à basse intensité. Ok. Et du coup, si je comprends bien, c'est toujours plus efficace d'utiliser toute la capacité en termes de volume. Ouais, en y réfléchit pas Ou est-ce mal. Je que. pense que le seul contexte où tu veux hyperventiler et avec des respirations très courtes, ça va être avec des méthodes respiratoires qui sont vraiment plus axées modulation du système nerveux autonome, comme tu Mhm. peux trouver dans certaines pratiques Wim Hof et autres. Et là, une hyperventilation volontaire et courte peut être intéressante. Mais sinon, à mon avis, pour un effort sportif, il n'y a pas vraiment de contexte où tu vas vouloir limiter ton volume respiratoire. Parce que je pense aussi à l'environnement de la natation où Mhm. notre torse est sous l'eau, où il y a une pression de l'eau. Enfin, pour moi, je pense que même les personnes très entraînées pour la respiration, enfin pour l'entraînement respiratoire, je pense que dans l'eau, c'est quasi impossible d'utiliser tout ça en volume. Alors, tu as la contrainte dans l'eau de devoir garder une certaine quantité d'air pour rester à flot. Donc, tu ne peux pas vider tes poumons complètement comme tu pourrais le faire sur un vélo. Et donc, c'est clair que ta mécanique respiratoire dans l'eau ne va pas être la même. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, tu as la pression sur la cage thoracique qui va avoir une grosse influence sur la manière dont tu respires. Donc là, ce dont je te parle, c'est vraiment, on va dire, spécifique au vélo et ne Ouais, va pas nécessairement s'appliquer directement en natation. On ne respire pas pareil en natation que sur un vélo, ça c'est sûr. ouais, 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 ok. Ouais, ça me.
Intuitivement, je le savais, mais maintenant tu me confirmes ça. Mais j'ai jamais réussi à avoir une respiration complète en natation, justement du fait de cette pression qui Mhm. n'est pas la même que la pression atmosphérique. Non, c'est plus dur et d'où, à mon avis, encore l'importance de pouvoir travailler avec ce volume complet hors de l'eau pour que quand tu es dans l'eau, tu puisses, malgré cette pression externe, quand même pouvoir remplir autant que possible, en tout cas tes poumons, quand tu en as besoin. Et encore une fois, tu ne peux pas complètement vider tes poumons. D'ailleurs, quand je teste des anciens nageurs, tu vois souvent des valeurs de puissance expiratoire qui sont extrêmement basses, du fait simplement que en fait, dans l'eau, tu n'as pas vraiment besoin d'expirer très fort parce que, un, tu as l'eau qui compresse ta cage thoracique et donc qui t'aide avec ça. Et deux, eh ben, si tu expires trop d'air, tu coules. Ouais. Oui, et et, puis, oui, oui, c'est vrai. Tu n'es pas censé expirer enfin, t'es pas censé expirer très vite, à part juste avant de relever la tête pour respirer. Ouais. C'est Mhm. vrai que du coup, ils n'ont pas besoin d'une capacité d'expiration rapide. Non, Mais en tout cas, pas pendant toute. non, Ouais, ils ont en général des volumes qui sont monstrueux, mais des puissances expiratoires relatives qui sont basses. Et ouais. ça, tu le vois assez souvent quand tu as quelqu'un qui est largement au-dessus de la norme en volume et clairement en dessous de la norme en puissance, quasiment à tous les coups, c'est un nageur ou une nageuse. Ok. Tu fais un peu des tests, justement, on en avait parlé la dernière fois, avec d'autres athlètes dehors, je veux dire, dans des conditions spécifiques. Ouais, là, j'ai un test qui arrive en août avec un triathlète également. Et on va essayer de faire nage, vélo et course à pied. Ça va pas être des tests maximaux sur les trois. Ouais, Parce qu'il y a différentes infos qui souhaitent ressortir des différents tests. En gros, avec des priorités sur certaines modalités plutôt que d'autres. Donc, on va orienter ça de manière à essayer d'avoir le maximum d'infos pertinentes. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, avoir des premiers seuils qui soient assez précis et encore une fois dans des conditions de terrain et voir après quelles autres informations on arrive à tirer de tout ça. ok, ça marche. Ok, bah écoute, merci beaucoup, Shem, pour ces infos. C'était Merci à un toi. plaisir. Et on se verra bientôt, peut-être pour un deuxième test, comme on a dit. Ouais, ça marche. Bah, écoute, tu me tiens au courant et puis si je peux t'aider avec quoi que ce soit dans l'intervalle, tu sais où me trouver. Avec plaisir. Super. Merci Ali. À plus, Shem. Je te Ciao. dis à bientôt. Allez, ciao. Ciao.